en manchette. Le pont du Buc restera fermé au moins jusqu'à dimanche et Poste Canada sème l'inquiétude dans la région en abandonnant son service de courrier à domicile. Bonsoir, ici Amélia Haute et bienvenue au Web Journal du jeudi 12 décembre 2013. Le président du Conseil du Trésor et député de Chicoutimi, Stéphane Bédard, a confirmé ce matin que le pont du Buc demeurera fermé au moins jusqu'à dimanche. Cette décision est due au fait que le ministère des Transports souhaite assurer la sécurité des citoyens. Amélie Houle, la population devrait-elle être encore patiente? Oui, exactement, Amélia. Les citoyens vont devoir attendre encore quelques jours pour savoir si le pont va être réouvert prochainement. Voici le reportage que je vous ai préparé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, la priorité du ministère et de nous, évidemment, c'est assurer la sécurité. Donc, le bon déroulement, mais la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on laisse le temps au ministère de procéder à toutes les analyses nécessaires et la sécurité de la population est au cœur de nos préoccupations. Les craintes des citoyens sont maintenant confirmées. Le pont du Buc n'a pas été ouvert aujourd'hui comme c'était prévu ce lundi. Le ministère des Transports souhaite pour sa part attendre les résultats des analyses qui ont été effectuées cette semaine pour entreprendre des essais de charge. L'essai de charge nous permet de mesurer la capacité de portance. À partir du moment où, par exemple, on détermine, je dis un chiffre au hasard, 500 kg que ça va, mais on augmente la charge tout en observant en temps réel l'impact que ça a sur la structure. La sécurité est un critère clé pour le ministère des Transports qui ne souhaite prendre aucun risque lorsqu'il est question de la vie des citoyens. Alors, pourquoi c'est aussi long? C'est qu'évidemment, on vérifie et contre-vérifie. L'important, c'est la sécurité. Alors, il y a 4 laboratoires qui font les tests actuellement de différentes natures pour s'assurer que l'information que nous avons et que nous véhiculons est la bonne. Tout ça. Le feu a pris naissance dans la structure du pont dans la nuit de lundi. Plusieurs équipes sont donc à l'œuvre 24 heures sur 24 depuis l'incident pour permettre de réouvrir le pont le plus rapidement possible à la population. Certains citoyens restent tout de même positifs pour le moment. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas rien y faire. Faut se rendre de l'utile à l'agréable. On va marcher, on va maigrir, puis on va être en forme, puis on va être en bonne santé. Puis on espère que ça va se régler le plus tôt possible. La possibilité d'avoir un deuxième pont n'est pas écartée par le ministre Bédard, mais il souhaite tout d'abord régler la question de la réouverture. Le pont restera quant à lui accessible aux véhicules d'urgence dans des situations d'extrême nécessité. Un point de presse aura lieu au plus tard ce dimanche pour faire état de la situation et pour voir si une réouverture est possible prochainement. Amélie Houle, ATM Nouvelles, Saguenay. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, estime à 100 000 $ par jour les coûts qu'engendre la fermeture du pont du Buc. Ces frais vont dans les mesures spéciales instaurées par la Ville pour le transport des citoyens de la Rive-Nord de Chicoutimi et dans les heures supplémentaires des employés. La fermeture temporaire du pont du Buc remet sur la table l'idée de construire un deuxième pont sur le Saguenay. Ma collègue Marika Vachon-Plante s'est entretenue avec le conseiller municipal de Chicoutimi-Nord, Marc Peterson, grand défendeur de ce projet. Bonjour, Monsieur Peterson. En fait, cet après-midi, vous allez lancer une pétition. Qu'en est-il? Bien, c'est à la demande générale. On lance une pétition pour essayer de recueillir 50 000 signatures dans toute la ville de Saguenay. Parce que le projet de nouveau pont, c'est pas seulement la Rive-Nord, c'est Saint-Honoré, Falardeau, Saint-Ambroise, Jonquière, Arvida. C'est toute la ville qui est concernée. Et puis, combien de signatures attendez-vous pour cette pétition-là? Est-ce que vous avez un objectif en tant que tel? Bien, l'objectif, ça a été assez ambitieux, mais c'est 50 000 signatures qu'on veut recueillir au cours des 2-3 prochaines semaines. Et pour ce qui est du pont du Buc, là, que savez-vous de la situation en tant que telle? Bien, actuellement, les dernières nouvelles qu'on a, c'est que le ministère va continuer à le laisser fermer jusqu'à dimanche. On est supposé de faire des tests de charge là, au cours des prochaines heures, prochains jours, pour pouvoir vérifier la solidité du pont. Je sais que le ministre Bédard a dit qu'il n'y avait pas de scénario encore de fermeture plus prolongé, mais moi, je suis pas optimiste là, parce que les dommages sont importants. Mais on travaille fort là-dessus, là, le ministère, puis même la Ville travaille aussi en collaboration avec eux autres pour savoir ce qui se passe. Et selon vous, quelle est la pire contrainte de ne plus avoir de pont, en fait, entre la Rive-Nord et la Rive-Sud de Chicoutimi, là? Bien, on le voit présentement, là. La première des choses, c'est qu'on est dans une vague de froid sibérien, là. Les gens ont de la difficulté à traverser le pont parce que même si c'est seulement 7 ou 8 minutes,
À moins 30 avec un facteur vent qui nous met ça à moins 35, moins 40, la peau gèle très, très rapidement. Puis j'ai vu ce matin des jeunes là, habillés avec des petits pantalons en spandex. C'est très dangereux. Là. La peau gèle instantanément. Là. J'ai vu même des personnes plus âgées qui avaient le nez bien blanc en arrivant de l'autre côté du pont. C'est des contraintes importantes, mais les gens s'accommodent de ça. Mais si ça perdure, bien, il va falloir trouver des solutions, par exemple, pour les gens qui ont des traitements en oncologie à l'hôpital de Chicoutimi, sont déjà affaiblis. Il ne faudrait pas leur faire un trajet de 80 km pour aller passer leur traitement. Je travaille actuellement avec le CADUS pour qu'on puisse avoir des navettes, peut-être avec des taxis pour les personnes qui ont des examens invasifs à passer à l'hôpital, bien, qui puissent avoir accès à l'hôpital assez rapidement pour ne pas avoir à leur faire traverser le pont à moins 30, là, ça serait inhumain. Oui, mais justement, là, vous parlez de solutions, vous parliez de taxis. Je sais qu'il y a déjà des choses mises en place, Oui. mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit de plus mis en place là, en ce moment-là? Bien, en ce moment, bien, c'est sûr qu'aller jusqu'à dimanche, là, il n'y a pas vraiment de panique à avoir tant qu'on ne nous annoncera pas, par exemple, qu'on ferme le pont pour un mois. Là. Mais si, par exemple, on le fermait pour une période plus prolongée, bien, c'est là ça qu'il va falloir mettre en place. C'est sûr que c'est pas idéal, mais il va falloir quand même que les gens continuent à traverser le pont de Sainte-Anne. Mais une chance qu'on a le pont de Sainte-Anne, un pont qui a pas loin de 100 ans. Là. Quand ils ont construit le pont, par exemple, en 72, le pont du Buc, bien, il y avait on était supposé de le démolir. Puis le maire du temps, M. Jean-Claude Villeneuve, avait dit non, on va le garder, le pont. Puis garder aujourd'hui, on en a besoin. Là, puis c'est très important ce qu'on a. Et vous vouliez un deuxième pont, en fait. Là, depuis combien de temps vous vous battez pour ce deuxième pont-là? Bien, ça fait depuis 1989 que j'en parle. La première fois que je me suis présenté en 89, je vous mens pas, madame, mais je passais pour un extraterrestre là, à ce moment-là. Parce que j'avais vu des plans à ville qui parlaient de désengorger le centre-ville en passant par le boulevard Barrette, puis qu'il y avait une possibilité de deuxième pont à ce moment-là. Au fil du temps, bien, j'ai toujours continué à garder ce même objectif. Puis entre-temps, j'ai travaillé pour Accès Bleuet, pour la route du Parc des Laurentides. C'est moi qui s'occupais de trouver l'information. J'en ai fait même ma thèse de maîtrise là-dessus. Puis finalement, j'ai été élu en 89. Puis dès mon élection, bien, j'ai commencé à travailler avec le service d'urbanisme pour qu'on puisse commencer à trouver une solution. Je savais déjà à peu près où il irait. Il fallait qu'il aille entre les deux noyaux de population, Chicoutimi-Jonquière. C'est là qu'il y a 80 de la population de la grande ville. On ne peut pas, par exemple, le mettre à Rivière-du-Moulin parce qu'on serait dans la zone agricole en plus. On ne pourrait pas développer autour de l'axe routier. Puis on serait complètement offset, si je peux m'exprimer ainsi, là, de la population de la grande ville. Parce que 80 encore, je vous le dis, de la population de la grande ville demeure là. Oui, je comprends. Et du côté de M. Tremblay, là, comment réagissait-il lorsque vous vouliez annoncer l'idée d'un deuxième pont? Bien, c'est sûr qu'au début, ça a été, même, pas seulement M. Tremblay, beaucoup de conseillers, puis même, j'ai vécu des sarcasmes de la part de candidats quand je me suis présenté à l'élection. Pourquoi tu t'occupes de ça, Petersen? Occupe-toi donc des rues. Mais moi, je pense qu'on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. On est capable de mener plusieurs dossiers en même temps. On peut parler, par exemple, par chez nous, de réparer les trottoirs puis avoir des objectifs plus élevés aussi pour les citoyens. Je pense que maintenant, l'unanimité est là. Tous les membres du conseil m'appuient à 100 dans mes démarches. Puis je pense qu'ils vont probablement commencer à m'aider aussi là, pour faire circuler la pétition. Je pense que c'est un élément négatif qu'on va transformer en élément positif. Parce qu'il faut que les gens signent la pétition. Les gens ils vont poser un geste démocratique puis politique en faisant ça. Parfait. Et du côté là, du fédéral, est-ce que vous vous attendiez d'une réponse particulière là, ce matin de M. Bédard? Est-ce que vous étiez surpris de sa réponse à la conférence? Au niveau du provincial, je n'étais pas surpris de sa réponse parce que moi-même, j'étais convaincu qu'au moins jusqu'à dimanche, il allait rester fermé suite aux expertises qui ont été faites hier. Là, ils vont faire des tests de charge, comme je vous dis. Mais ça, c'est un équipement qui n'est pas seulement provincial, c'est un équipement fédéral-provincial parce qu'actuellement, la route 175 termine au pied du pont du Buc. Parce qu'une route, il faut que ça commence à quelque part et ça finit à quelque part. Dès que la route finit, la route 172 continue. Avec le projet de route de contournement, moi, ce que je voudrais, c'est que la route 175 que la route de ceinture soit dénominée 175
alors on deviendrait automatiquement dans le réseau routier national, ce qui permettra au fédéral de payer la moitié des coûts. OK. Puis c'est ça qui va probablement accélérer la chose. On va faire des pressions aussi au niveau du gouvernement fédéral, faites-vous-en pas. Parfait, M. Peterson. J'étais en compagnie du conseiller de Chicoutimi-Nord, Marc Peterson. De retour à vous, Amélia. Merci. 2 incendies ont fait rage dans le secteur de Jonquière aujourd'hui. Les pompiers ont combattu le feu à l'entreprise Équipement Sigma et aussi sur la rue Whitaker, secteur Arvida. La secrétaire trésorière du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, section Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isabelle Vaillancourt, craint la disparition des emplois des quelques 300 facteurs de la région. Poste Canada a annoncé hier que, d'ici à 5 ans, elle mettrait fin à la distribution du courrier dans les secteurs urbains. Jonathan Hudon, Mme Vaillancourt est-elle inquiète? Absolument, Amélia. Mme Vaillancourt estime qu'il s'agit d'une triste nouvelle pour tout le monde, particulièrement pour les facteurs qui exercent ce métier. Elle ne croit toutefois pas que les bureaux de poste vont fermer, puisque, selon elle, le ménage a été fait pour la plupart des bureaux de poste. Cependant, elle dit que moins de courriers sera livré, ce qui entraînera inévitablement une diminution du nombre d'employés et aussi des heures d'ouverture pour les bureaux de poste. Et c'est cette facette qui fait particulièrement craindre le pire pour Mme Vaillancourt. C'est sûr qu'on a peur à nos emplois là, du côté des commis parce que, justement, s'ils se mettent à couper dans les heures d'ouverture, bien, il va y avoir de la coupure de poste là aussi. Là. Vous avez parlé, Jonathan, avec Claude Patry. Que pense-t-il de cette décision? Eh bien, évidemment, le député bloquiste dans Jonquière-Alma déplore cette annonce. Il croit que le gouvernement conservateur ne prend pas la bonne décision. Il pense que d'autres coupures auraient pu être faites ailleurs et que les services aux citoyens sont ainsi négligés. Il se pose d'ailleurs une question en particulier. Voici laquelle. La seule question que je me pose le matin, est-ce que vraiment c'est-tu la bonne place qui devrait couper le gouvernement? Ou ils veulent vraiment fermer le Service Canada? Ils veulent plus que ça existe bientôt, là, comme on peut voir. Et quelle autre option sera offerte à la population? Eh bien, au cours des prochaines années, il y aura l'installation de casiers postaux, comme on voit dans différents quartiers actuellement. La situation sera peut-être plus facile à gérer en été, sauf que pour les personnes âgées ainsi que celles à mobilité réduite, il en sera tout autrement, particulièrement lors de journées glaciales comme celle d'aujourd'hui. Et justement, quelques citoyens vous en ont parlé. Quelles sont leurs réactions? Eh bien, c'est une décision qui ne fait pas l'unanimité, évidemment. Les quelques gens rencontrés croient que c'est une décision douteuse du gouvernement Harper. Non seulement les personnes âgées vont écoper, mais également celles qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies, selon les intervenants. Voici ce qu'ils avaient à dire. Un vieux, bien, là, je suis encore pas vieux, mais je suis capable d'aller au bureau de poste, mais il y en a de maudites gangs qui ne seront pas capables d'y aller au bureau de poste, surtout en hiver de même. Là. Pour ceux qui n'ont pas l'Internet, qui ne sont pas de tous les âges, c'est certain qu'ils vont avoir des problèmes. Notons également en terminant que le coût unitaire du timbre sera majoré de 63 sous à 1 $ à partir du 31 mars 2014. Merci beaucoup, Jonathan Hudon. Au revoir. Le gouvernement du Québec autorise l'aménagement d'un site d'enfouissement des déchets à Héberville-Station. Le nouvel emplacement remplacera le site actuel de l'Ascension, qui doit cesser ses activités en août prochain. Le site d'Héberville-Station devrait avoir une durée de vie de 30 ans et pourra enfouir 70 000 tonnes de matières résiduelles par année. Produits forestiers Résolu vient de perdre 2 certificats de foresterie durable au Québec. Résolu devra se priver durant 1 an de 8 millions d'hectares de ses forêts certifiées par la Forest Stewardship Council. Pour ce qui est du certificat émis pour le secteur Mistassini-Péribonka, le certificat devra être retiré car la protection des forêts anciennes et du caribou forestier n'était pas aux normes. Les avocats ont présenté leur plaidoirie au procès de Robert Hakim ce matin au Palais de justice de Saguenay. Le juge Jean Hudon rendra sa décision le 31 janvier prochain. Jade Lévesque, vous avez assisté aux plaidoiries des 2 avocats. Que s'est-il passé? Eh bien, Amélia, rien de nouveau a été mentionné ou même dévoilé ce matin au procès. Et les 2 avocats, soit l'avocat du directeur des poursuites criminelles et pénales, Sébastien Vallée, et celui de l'accusé, maître Jean-Marc Fradette, ont repris tout simplement leurs différents points de vue qui avaient déjà été relatés auparavant dans les procès précédents. Et pour ce qui est du maître Sébastien Vallée, il nous donne son opinion et je vous invite à l'écouter.
Oui, il y a eu plusieurs requêtes. Évidemment, c'est un procès qui a été de longue haleine parce qu'il y a eu beaucoup de requêtes, beaucoup de débats juridiques à faire. Mais maintenant, les choses, évidemment, comme je le disais, sont entre les mains du juge. Ça lui appartient. Et qu'en est-il de l'avocat de la défense? Eh bien, le maître Jean-Marc Fradette a tenu à rappeler que son client était aucunement malhonnête et je vous invite, Amelia, lui aussi à l'écouter. Les faits qui ont été présentés par la Cour sont justement pas un comportement malhonnête, bien au contraire. Il continue de prétendre, en fait, que ces comportements-là sont malhonnêtes. Alors que moi, ce que je dis, c'est que c'est mon confrère qui comprend très mal la jurisprudence en matière de fraude. Le principal intéressé, Robert Hakim, comment réagit-il? Eh bien, ce matin, Robert Hakim semblait là, tout à fait soulagé et satisfait de la décision du juge. Et d'ailleurs, je vous laisse entendre là, ce qu'il avait à dire. On va pouvoir passer des fêtes en famille tranquille. Puis j'attends le verdict avec beaucoup de sérénité. Puis on est toujours sur la même page qu'au début. On n'a rien fait de malhonnête. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en preuve. Et puis, je suis content que ce soit fini. En terminant, Jade, rappelez-nous quand sera rendue la décision du juge Jean Hudon. Eh bien, le juge Jean Hudon rendra sa décision là, le 31 janvier prochain au Palais de justice à Chicoutimi. Merci, Jade Lévesque. Fait plaisir. C'est le retour de la traditionnelle collecte d'arbres de Noël Sapin du Bon Sens qui en est à sa 22e année d'existence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le samedi 11 janvier, la population est invitée à aller porter son sapin dans l'un des centres de collecte près de leur quartier. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population à l'importance de la forêt et du bois. La pulperie de Chicoutimi sera l'hôte de la nouvelle exposition intitulée « Les joyaux en aluminium ». Le public saguenéen pourra voir les œuvres faites en aluminium de l'artiste français Jean Plateau qui sont exposées pour la première fois en Amérique du Nord. L'exposition se tiendra du 12 décembre au 28 septembre. La pianiste et enseignante Anne-Monique Beaulieu s'apprête à lancer 2 volumes et un répertoire et une partition pour jeunes pianistes. Mon collègue Xavier Julien s'est entretenu avec Mme Beaulieu pour en apprendre davantage. Bonjour, Mme Beaulieu. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir composé ces 2 répertoires pour vos élèves? Pourquoi j'ai composé ça? En fait, j'ai pas composé les répertoires en même temps. C'était depuis 2001, moi j'enseigne la musique. Et puis, avec les élèves que j'ai eus d'année en année, j'ai cumulé le répertoire. Alors, c'est ça, je l'ai composé au fur et à mesure, puis... Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à justement les publier? À les publier. En fait, c'est ça, c'était le cumulatif. Je me disais un jour, je vais les mettre en un seul livre. Et puis, j'ai un de mes amis qui est graphiste, c'est un artiste. Et puis, il m'a dit, bon, ça fait longtemps que t'en parles, alors moi, je serais prête cette année à te créer une œuvre spécifiquement pour tes livres. Puis, ça va te donner la chance de donner un coup de main pour les publier. Et puis, l'autre raison, c'est qu'il y a une de mes élèves qui, l'année passée, je lui avais fait jouer une de mes compositions. Et puis, cette année, elle l'a joué encore, puis je trouvais ça plaisant. Puis là, j'ai dit, bon, bien, je vais lui donner un défi de plus dans cette pièce-là. Et on va la refaire encore, mais différemment. Puis là, je me suis dit, bien, peut-être qu'il y a d'autres élèves aussi qui aimeraient jouer de mes pièces, parce que ceux qui avaient joué mes pièces, ils avaient bien aimé ça. Alors, je me suis dit, bon, bien, peut-être en faire profiter à d'autres élèves. Et vous avez aussi fait un concert à l'église de Saint-Cyriaque l'an passé avec la pièce Ivresse? Oui, ça, c'est une pièce que j'avais écrite en 1996. Et puis, bon, je l'avais laissée traîner dans les tiroirs et tout ça. Puis, l'année dernière, j'étais avec un ensemble à cordes. Et puis, c'était l'ensemble au mi-temps, sous la direction de Marthe Baudouin. Puis on a dit, bon, ben on va refaire cette pièce-là, mais je vais l'interpréter pour la première fois. Alors, je l'ai fait avec... Et c'est moi qui ai fait les arrangements aussi pour cordes. Et est-ce que vous adaptez vos pièces selon vos élèves? Ben, comme je disais, il y a quelques années, j'avais des élèves qui connaissaient un peu moins la musique classique. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est un compromis. Je m'inspirais d'eux, puis selon leur personnalité. Puis c'est ça, j'ai composé des œuvres qui leur ressemblaient. Et de quelle manière voulez-vous aller chercher vos élèves?
Comment je vais aller chercher mes élèves? Bien, le titre le dit bien, c'est j'ai pris la musique m'amuse dans les deux sens, c'est-à-dire qui s'amuse. Et les mélodies que j'ai composées, ils sont accrochantes, je pense, là, et ils ont du plaisir à le faire. Et qu'est-ce que cela permet à vos élèves du côté de l'apprentissage? Comme je dis, c'est un côté ludique. Alors, souvent, c'est de s'amuser. Il y a des histoires aussi qui sont raccrochées aux pièces, alors ça les aide. Quand on a une mélodie qui nous accroche, c'est ça, c'est plus motivant de pratiquer aussi. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quoi contiennent vos 3 volumes? Qu'est-ce que contiennent? Oui. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Ben, c'est des pièces de plusieurs niveaux. Il y a des débutants, intermédiaires. Ça s'adresse aussi aux adultes qui veulent faire de la lecture. Ivresse, par contre, c'est une pièce qui est pour plus avancée. C'est des pièces, c'est des courtes pièces aussi. Alors, c'est facile de les apprendre. Est-ce que ça fait longtemps que vous composez des pièces de style populaire? En fait, j'ai commencé avec la guitare comme tout le monde à l'adolescence, à gratter, puis à composer des textes sans nécessairement les écrire. Et c'est après mon baccalauréat, là, vraiment, on peut dire que je me suis mis plus à la création. Ouais. Est-ce que vous faites aussi des pièces plus du style classique? Ben, on peut dire que c'est un mélange comme Ivresse. Celle-là, c'est un peu plus classique, oui. Puis il y en a quelques-unes aussi dans mes volumes, dont Plume, en passant. C'est une pièce que mon élève, il jouait dans le répertoire classique, puis il avait beaucoup de difficultés à être léger. Alors, il était trop lourd. Puis là, ben, moi, j'ai composé une pièce qui a beaucoup de choses à faire au niveau de la légèreté, justement, et c'est pour ça que je l'ai appelée Plume. Alors, ça lui donne... Et quel est le retour que vous avez de vos élèves en ce qui concerne vos pièces? Quels sont les commentaires qu'ils vous donnent à propos de ces dernières? Bien, en fait, le commentaire, c'est que je les vois quand ils jouent, ils ont du plaisir à le faire. C'est des enfants, alors ils vont pas me dire... certains m'ont dit qu'ils aimaient ça, mais c'est plus dans leur manière de la jouer, je le vois. Je perçois qu'ils ont du plaisir à le faire. Et outre les 3 répertoires que vous allez lancer, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez déjà écrits pour des élèves ou d'autres personnes? Pour d'autres personnes, oui, j'en ai d'autres encore, mais c'est peut-être en 2014, je vais peut-être en publier d'autres. Oui. Et justement, en 2014, vous allez en lancer d'autres. Mais quand allez-vous lancer là, justement les 3 répertoires que nous avez présentés? C'est demain. Demain, le 13 décembre, à la salle du conservatoire, de répétition du conservatoire. Et est-ce que vous attendez est-ce que vous avez un peu un niveau de popularité que vous croyez atteindre avec ces répertoires? Vous croyez aller chercher combien de personnes environ? Pour le moment, c'est sûr, c'est pour mes élèves que j'ai fait ça. Puis, au Québec, c'est sûr, j'aimerais ça le partager, puis peut-être éventuellement plus loin, mais on va y aller étape par étape. C'est ça, c'est plus ici au Québec, là, pour le moment. C'est bon, merci beaucoup, Mme Beaulieu. Bienvenue. Au plaisir. Alors, je m'entretenais avec la professeure et compositrice Anne-Monique Beaulieu, qui lancera ses 2 volumes de répertoire et une partition demain à la salle de répétition du Conservatoire de Saguenay. De retour à vous, Amélia. Et à la météo, Marie-Pierre Pruneau, on n'oublie absolument pas ses mitaines à la maison? Oui, Amélia, pour ce soir et la nuit prochaine, on annonce un maximum de moins 24 degrés et la température ressentie frôlera les moins 35 degrés. Demain, c'est un scénario semblable à celui d'aujourd'hui. On annonce un ciel variable et une température de moins 22 degrés. Mais n'oubliez pas de vous habiller chaudement puisque demain, la température ressentie sera de moins 35 degrés. Merci, Marie-Pierre. C'est ce qui termine cette série de web journaux. Nous vous invitons à être des nôtres à notre retour à la fin janvier. D'ici là, joyeuses fêtes. Au revoir.